Bonjour à tous, je suis Alexandre Royer, le directeur de la société Trilearning. Nous proposons des logiciels qui vont permettre d'accompagner au changement. Très rapidement, un outil auteur, une plateforme LMS, une marketplace, qui vont permettre de partir d'un point A, donc là où vous en êtes maintenant, et d'être accompagné pour arriver jusqu'à la digitalisation de l'information. Donc aussi bien les outils que l'accompagnement qui va avec. Donc là, moi, je suis très heureux du témoignage de l'UFCV avec Philippe Dubreuil qui va vous présenter comment ils ont attaqué cette problématique. Oui, merci. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Ce que je vous propose pendant quelques minutes, c'est d'expliquer, parce que moi, à une époque, il y a quelques années, j'avais besoin de ça, de voir un petit peu comment on pouvait aborder le e-learning et une transformation digitale dans notre organisation, auprès de nos formateurs, puisque, comme vous le disiez justement, nous sommes organisme de formation. Donc, comme c'est un témoignage, je vais vous présenter très rapidement ce que c'est que l'UFCV, juste pour qu'on se mette bien dans le contexte. Donc, nous sommes sous forme associative, l'Union française des centres de vacances. Ça parle peut-être à quelques-uns, quelques-unes d'entre vous. On est particulièrement connu pour nos formations BAFA, animateurs, et pour toutes les formations qui tournent autour de l'animation. Donc, on a énormément d'activités, ce qui veut dire des profils de formateurs, des techniques pédagogiques qui sont extrêmement variées. Alors, comme vous le voyez, c'est aussi un peu de volume, c'est-à-dire que la transformation digitale, l'introduction du e-learning dans notre organisation, ça supposait de pouvoir s'adapter à tous les profils et à toutes les activités, et pour certaines d'entre elles, avec des activités qui génèrent énormément de volume horaire. L'UFCV, c'est à peu près 1 millier de salariés. On est répartis sur tout le territoire, y compris dans les dom-toms, et on a la particularité d'avoir un siège à Paris, mais surtout des délégations régionales et des centres d'activité qui peuvent être stables ou mobiles en fonction des besoins de nos opérateurs du marché. Par exemple, nous sommes capables de monter un centre de formation pour une formation particulière d'une dizaine de mois dans un environnement géographique particulier, de déplacer cette unité de production en fonction des besoins du marché. Ce qui suppose aussi d'intégrer les notions de mobilité et d'équipement. Revenons à la digitalisation, c'est notre sujet principal. Donc, on a commencé en 2015-2016 et après quelques tests et quelques expérimentations, on est maintenant en phase de déploiement. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, évidemment. Et il a fallu explorer, rechercher, expérimenter différentes solutions. Parmi 3 grandes pistes, soit développer en interne des outils, c'est-à-dire une plateforme, un portail, des contenus, utiliser un outil existant, ou bien encore adapter une solution open source. Je dirais même une 4e solution qui est d'utiliser un LMS et un outil existant, mais l'adapter. Et c'est sans doute la meilleure solution à notre avis, c'est ce qu'on a choisi. C'est-à-dire qu'on a pris contact après pas mal de recherches avec Trilearning, Alexandre et ses équipes, pour partir d'une solution satisfaisante quasiment à 100%, mais avec un éditeur qui ait l'envie et l'esprit suffisamment ouvert pour essayer d'adapter, essayer de faire en sorte que notre cahier des charges assez complexe et assez contraignant puisse être pris en charge justement par les équipes de développement. Ce qu'on a réussi à faire dans ce partenariat, c'est justement de proposer des évolutions, des améliorations, des ajustements qui, dans la mesure où c'était bien sûr économiquement jouable, ont été prises en compte par Trilearning.
On utilise principalement pour l'instant deux solutions conjointes. Créa qui permet de créer des contenus et puis Agora qui permet de gérer les sessions de formation, les parcours et les utilisateurs. Alors, au-delà de l'aspect technique, ce qui était important, c'était de faire en sorte que ce que l'on mettait en œuvre puisse être profitable et adopté par l'ensemble des collaborateurs. Tous nos formateurs et nos formatrices ont jusqu'à présent énormément, voire que du présentiel. On est reconnu pour la qualité de nos présentiels d'ailleurs et de nos formations, ce qui suppose et ce qui fait dire que derrière, nous avons des gens de qualité au niveau des formateurs et des formatrices. Il fallait donc, à mon avis et à notre avis à l'UFCV, associer depuis le début de notre démarche ces formateurs et ces formatrices pour qu'on ait une chance de réussir la transformation digitale. Donc, il ne s'agit pas de présenter une révolution qui fait peur, ni même un accompagnement au changement, parce que accompagner au changement, ça fait peur aussi, même si le mot a tendance à être bien accueilli malgré tout. On a parlé plutôt de processus d'intégration, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on mette en place tout ce qu'il faut pour que presque naturellement les formateurs et les formatrices s'emparent du sujet eux-mêmes. Tout repose sur les formateurs et les formatrices chez nous. On a bien sûr le support de l'éditeur qui nous aide d'un côté et puis le support interne qui est important aussi, le service informatique, le matériel. Mais si on n'a pas les formateurs, au fur et à mesure de la montée en puissance des outils et des démarches pédagogiques, on risque de se retrouver dans une configuration de désintérêt, voire de peur, voire de rejet, et on arrive à l'effet inverse de celui recherché. Donc c'est vraiment cette démarche-là qu'il nous importait de faire passer auprès de nos équipes, le fait que l'on prenne en compte les compétences existantes. Le e-learning, ce n'est pas une remise en cause des compétences des formateurs en présentiel. Le fait qu'on puisse découvrir de nouvelles techniques pédagogiques ne remet pas en cause non plus les techniques utilisées aujourd'hui en présentiel. Et enfin, le e-learning, c'est une proposition. Et c'est comme ça que je l'ai présenté aux équipes. C'est une proposition, vous pouvez la rejeter. Alors évidemment, lorsque je demande à nos financiers de financer une structure du matériel et du logiciel, il va avoir du mal a priori à entendre le fait que ce n'est pas une obligation, c'est une proposition, mais en réalité, si cette démarche est bien expliquée, le fait que ce soit une proposition fait qu'il n'y a pratiquement pas de rejet. Alors évidemment, pour qu'il n'y ait pas de rejet et pour qu'il y ait vraiment même une implication des équipes, il faut insister sur la complémentarité des compétences déjà acquises en termes de pédagogie avec celles qu'on va acquérir pour le e-learning. Il faut insister sur l'accompagnement et la formation, c'est-à-dire la mise à disposition d'outils de formation pour les formateurs, éducateurs, etc. qui veulent s'y intéresser. Et puis il faut animer les équipes pour ne jamais les laisser toutes seules face à un problème technique ou pédagogique, et donc proposer une assistance qui soit suffisamment bien conçue pour être extrêmement réactive. Alors je vais insister juste sur un point, la réaction, le temps de réaction d'une véritable assistance, quand on est formateur, ça doit être très très rapide, pratiquement dans l'heure. Pourquoi ? Parce que les plannings sont ainsi faits, les charges de travail sont ainsi, que le formateur, lorsqu'il se penche sur le e-learning, sur la distance, va vouloir travailler dessus, il s'implique. S'il y a un problème, il faut qu'il soit dépanné dans la minute, pratiquement. Il faut qu'il ait la réponse au moment où il s'intéresse au sujet. Sinon, il est obligé d'arrêter, de passer à autre chose, et son planning ne lui permettra peut-être pas de revenir sur le sujet. Donc, il est extrêmement important, mais ce n'est que mon témoignage, hein, c'est pas une leçon, c'est juste un avis, une expérience. Il est extrêmement important que les équipes qui vont prendre en compte la digitalisation
soient absolument confortés dans le fait qu'ils peuvent être assistés à tout moment. Le côté technique, donc l'outil logiciel, en fait, il est presque transparent. Et c'est plutôt bon signe, parce que quand un logiciel est transparent, ça veut dire qu'il fonctionne. Il est simple, intuitif, évolutif, stable. C'est exactement le cahier des charges qu'on s'était fixé. Il fallait quelque chose qui soit vraiment un outil aussi simple qu'un stylo et du papier. Nos formateurs, formatrices, nos équipes ne sont pas tous informaticiens, ne sont pas tous des geeks ou je ne sais quoi, des gens forcément férus d'informatique ou de web. Quelquefois, ça demande un effort pour s'y mettre, et donc il faut que ce soit suffisamment simple pour que ce ne soit pas un frein. Alors, les outils, et comment ça se passe pour créer du contenu et faire en sorte que ça fonctionne pour l'ensemble des équipes. Crea Learning est connecté à Agora Learning, c'est-à-dire que l'outil création de contenu est directement connecté à la plateforme. C'est très important parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'équipe technique qui vont s'interfacer entre l'idée pédagogique, le scénario pédagogique conçu par un formateur et sa diffusion. Le formateur peut prendre en charge la création du scénario, la création de son module et la diffusion de son module. Ça laisse une grande liberté créative, pédagogique à l'ensemble des équipes, et on n'a pas de structure qui supervise ou qui manage d'une manière contraignante la conception des contenus. L'intérêt de ça, c'est que chaque équipe qui s'implique dans le e-learning, dans la production de choses de ce genre, reste maître de sa démarche pédagogique. Et c'est extrêmement important pour les formateurs, les coordinateurs, qu'ils ne se sentent pas dépossédés de leur savoir-faire pédagogique, dépossédés par une structure qui serait de l'engineering détachée un petit peu du terrain. L'autre aspect important, c'est que ça nous permet aussi d'avoir des modules de formation qui sont complètement connectés à la zone géographique pour lesquels ils sont destinés. Lorsqu'on va parler d'un module qui va encourager les stagiaires à travailler sur leur projet professionnel, par exemple, il y a un module qui va traiter de l'étude de marché. Eh bien, l'étude de marché à Toulouse sera différente de celle qui sera présentée à Besançon. Un parcours de formation, c'est un ensemble de contenus en présentiel pour la plupart, qui sont organisés suivant une trame pédagogique à un déroulé et suivant un planning calendaire. On va s'efforcer avec les équipes de travailler sur une modularisation des parcours de formation qui vont nous permettre d'identifier des compétences. Pour chacune de ces compétences, on va essayer d'isoler des éléments qui peuvent être traités en à distance. Dans nos parcours de formation, ce qu'on propose, il est hors de question de faire du 100% e-learning. Le e-learning vient en complément et en renfort de ce que nous pouvons faire et proposer en présentiel. Et donc, il s'agit d'extraire de ces parcours présentiels une partie intéressante qui peut être proposée en complément et en renfort en à distance. Alors la distance, j'en ai pas parlé, mais ça veut dire effectivement, comme le disaient tout à l'heure les intervenants extérieurs précédents, ça veut être sur le smartphone, dans le bus, sur sa tablette chez soi. Donc c'est vraiment du complément qui va venir alimenter les présentiels ensuite. On va isoler un extrait de cette formation et on va essayer d'en fabriquer un module qui soit pertinent. Donc une équipe s'empare du projet, prépare un plan, une structure, un scénario. Ce scénario va être intégré dans le logiciel Crea Learning, toujours par l'équipe. Et on va y adjoindre des documentations, de l'information, des vidéos, du son, des jeux, des tas de choses qui vont alimenter un module qui sera ensuite prêt à être diffusé sur les portails de formation.
Le portail de formation va nous permettre de proposer ces modules en fonction des sessions. Donc on a à peu près 140 sessions aujourd'hui qui tournent. Donc ça veut dire que les gens vont appeler les modules qui les intéressent ou les modules conseillés par leur formateur sur leur tablette, sur leur smartphone, sur leur PC, depuis chez eux, depuis n'importe où, ou depuis une salle mise à disposition dans nos locaux. Pour construire un catalogue de modules de formation, on s'est là aussi reposé sur les compétences de nos formateurs et partout, dans toutes les régions, on a mis en place des équipes qui fabriquent le module dont ils ont trouvé l'utilité pour leur parcours de formation. Et de cette manière-là, en mutualisant toutes ces productions, eh bien, on va pouvoir proposer un catalogue complet à l'ensemble des formateurs, des coordinateurs de nos sessions de formation. Aujourd'hui, on a une 50aine de modules qui sont prêts et qui sont utilisés dans à peu près 40 sessions. L'objectif, si on arrive à tenir nos objectifs sur 2019, ça serait d'arriver à un catalogue qui comprendrait 160 modules à peu près. Sachant qu'un module, ça peut être un module de 1 minute sur un sujet très pointu ou un module de 7, 8, 10 minutes sur un sujet plus vaste. Sachant aussi que certains modules peuvent être subdivisés en plusieurs petits modules. Par exemple, on a construit un module avec une équipe dans le sud-ouest sur l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre du travail, donc de Facebook et autres. On l'a divisé en 4 modules parce qu'il y a des gens qui sont suffisamment aguerris qui n'auront besoin que du 3e ou du 4e. Pour l'instant, la progression qu'on enregistre est plutôt positive et on est plutôt satisfait de ce que l'on a mis en place, de la démarche qu'on a choisi d'adopter. Depuis 2015, on est en progression constante. Si l'on en croit le nombre d'utilisateurs, on a à peu près 1 millier d'inscrits en permanence sur le portail, sachant qu'il y a des gens qui rentrent en formation et d'autres qui sortent tous les jours. On a un temps de connexion par utilisateur qui augmente. Il était au départ de 5-10 minutes. Aujourd'hui, il se rapproche de 2 heures. Ce qui veut dire que c'est aussi le fait d'étoffer le catalogue. On propose plus de modules. Donc les gens sont intéressés et vont les voir. Et l'indice de satisfaction, c'est le retour de nos utilisateurs, les demandes d'assistance, les alertes par rapport à des pannes, par exemple, qui est plutôt bon aussi, puisqu'on a un taux de panne qui est pratiquement proche de 0. On est en full web, hein, c'est-à-dire qu'on n'héberge rien sur nos serveurs internes. Tout l'hébergement et tout le fonctionnement de la plateforme est pris en charge par Trilearning. Ce qui évite de suroccuper aussi nos équipes en interne, nos équipes de DSI. Donc, formation des équipes pédagogiques, ça représente aujourd'hui 50 formateurs qui sont réellement impliqués dans la production de modules et dans l'utilisation de ceux-ci, il y en a une centaine à peu près. Je le disais tout à l'heure, 1 millier de connectés et puis notre objectif, c'est définitivement de rendre cet accès possible pour l'ensemble des activités de l'UFCV et là, ça représente plusieurs centaines de milliers de connexions. En 2019, on va surveiller évidemment tous ces indicateurs de satisfaction ou pas. Globalement, ce qu'on sait, c'est que notre système est reconnu pour sa facilité de prise en main, tant par les formateurs que par les apprenants, sa disponibilité, sa clarté et puis la simplicité de toutes les procédures. En général, c'est ce qui revient le plus souvent. L'idéal, c'est d'arriver à valider tous ces critères de surveillance, entre guillemets, pour pouvoir nous conforter dans cette démarche. C'est bien parti. Pour 2019, on a pour objectif de continuer le déploiement. Donc le déploiement, ça veut dire la mise à disposition des portails et de la plateforme
Là, on est à 50 créateurs de contenu. On devrait pouvoir arriver à 200 ou 300 personnes impliquées directement dans la gestion et dans la production de e-learning pour notre entreprise. Autre objectif, parce qu'on est en veille permanente, c'est la traduction, la sonorisation et la gamification des contenus. Comme le disait l'intervenante précédente, le fait de proposer des jeux permet aussi de transmettre des choses de manière plus simple et sans doute plus attractive. Donc on travaille beaucoup dans la construction de nos contenus à la mise en place de gamification de certains éléments. Et puis ce qu'on souhaite aussi, c'est continuer un partenariat riche, c'est-à-dire un partenariat d'échange avec l'éditeur pour qu'on puisse s'adapter, et lui et nous, de façon à maintenir cette simplification et cette facilité d'utilisation. La plupart des formateurs qui ont essayé lors de séances de formation, même ceux qui étaient plutôt réfractaires, ont trouvé que c'était suffisamment simple pour qu'ils puissent se lancer dans l'utilisation des outils sans que ce soit une surcharge de travail pour eux, une surcharge d'apprentissage. Ils ont déjà énormément à faire. Et donc, il fallait vraiment que ce soit un critère important. La simplicité d'utilisation est vraiment un facteur de réussite, d'adhésion de la part des équipes. Voilà, donc en résumé, une approche très orientée vers l'humain et vers la qualité des formateurs et des formatrices, plus que vers la technologie. Ça, c'est important. Et puis, trouver une solution logicielle qui soit suffisamment claire, simple, et un partenariat qui soit suffisamment équilibré pour progresser. Voilà ce que je peux dire sur l'expérience de l'UFCV. Alors, la digitalisation de l'UFCV, ça démarre en 2015 au niveau de la réflexion. Ici, en 2019, nos projets d'investissement sont aussi concrets pour essayer d'augmenter les capacités de la plateforme. Aujourd'hui, on n'a aucun souci de rupture de réseau ou de surencombrement. Mais comme ça prend forme d'une manière assez rapide, il va falloir qu'on anticipe et qu'on passe sur des solutions techniques d'hébergement peut-être un peu plus adaptées. Donc c'est important d'avoir un partenaire qui soit suffisamment réactif pour pouvoir adapter en temps réel et éviter d'avoir un système qui soit surdimensionné, donc sous-utilisé, ou un système qui serait trop petit pour générer des pannes. Comme on le sait dans ces expériences, une panne, c'est immédiatement générateur de découragement, de désaffection et au final de rejet. C'est-à-dire que lorsque vous avez un système en panne puis que vous revenez le montrer, former les gens dessus, on va vous dire non, merci, je perds du temps, ça ne marche pas, j'en veux pas. Donc il faut vraiment une grosse fiabilité, une très très forte fiabilité sur les réseaux et sur l'hébergement. Aujourd'hui, la connexion réseau dans le pays est suffisamment fiable. On n'a pas besoin de fibre ou de THD, de très haut débit, pour faire fonctionner le portail. Tous nos essais et tous nos tests ont été élaborés en Normandie, dans un département en 2015 qui était sous-équipé en matière de réseau, avec énormément de zones blanches. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on est plutôt en avance en Normandie. On a rattrapé le retard, mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'équipement très haut de gamme pour faire fonctionner le portail. Du côté de l'utilisateur, pas de machine super performante non plus. Le moindre PC, même légèrement obsolète, fonctionne. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous auriez une question ou un témoignage à apporter pour échanger un petit peu avec nous sur ce sujet ? Bonjour. Moi, je me posais la question des contenus quand même, parce que vous disiez que en fait, ce sont vos formateurs et formatrices que vous aviez déjà qui continuent à fabriquer les contenus. Alors du coup, est-ce que vous avez quand même Est-ce qu'ils ont quand même, du coup, est-ce qu'ils en ont quand même profité pour adapter les contenus? Je sais pas, mettre de la vidéo, des choses comme ça. Peut-être qu'ils ne faisaient pas avant.
Donc du coup, ça demande quand même une adaptation de leur part. Alors vous avez raison, c'est une très bonne question parce que la digitalisation des contenus ne consiste pas à prendre les contenus qu'on réalise et qu'on utilise en présentiel et à les transposer d'une manière magique ou une manière technique comme le scan ou je ne sais quoi en contenu utilisable à distance. C'est extrêmement important ce que vous dites. Lorsqu'on travaille avec les équipes, vous avez vu sur la diapo, il y avait scénario pédagogique, construction d'un squelette de contenu. Ça veut dire que lorsqu'on travaille avec... alors en fait, très concrètement, je me déplace, je travaille avec les équipes. Lorsqu'on a un projet de module, je vais avec eux et on se réunit et on travaille dessus. Et après, on travaille à distance puisque la plateforme nous donne aussi la possibilité de travailler à plusieurs formateurs en même temps sur la fabrication d'un contenu. Mais c'est toujours important de faire le point avec l'équipe. Évidemment, le présentiel existe, mais là, il faut repenser les choses complètement. Lorsque vous êtes en présentiel, en tant que formatrice ou formateur, lorsque vous détectez une incompréhension, quelqu'un qui s'endort un petit peu, vous êtes en mesure de réagir immédiatement, de raccrocher, voire d'adapter votre discours, de changer de tempo, de changer d'attitude pour essayer de raccrocher la personne qui s'échappe. Lorsque vous êtes à distance, votre module est seul maître, vous n'avez plus du tout la main. Il faut qu'il soit suffisamment bien conçu pour que la personne ne s'échappe pas à la moindre occasion ou ne s'endorme pas, ou tout simplement, il faut que le module soit suffisamment efficace pour qu'il en reste quelque chose à la fin. Je vous remercie. Merci à tous. Donc moi j'ai été particulièrement silencieux durant cette présentation parce que ce qui vous intéresse c'est davantage un témoignage d'un client qui utilise plutôt qu'une présentation commerciale. Mais si vous voulez en savoir plus sur les outils Trilearning, donc nous sommes sur le stand A22 et donc vous pourrez découvrir l'utilisation des outils. Voilà. Merci.